Il est 10 h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce jeudi. L'attaque la plus meurtrière à Kiev depuis l'été dernier. 9 personnes tuées, 70 blessés dans un raid russe cette nuit dans la capitale ukrainienne. Volodymyr Zelensky, que Donald Trump accuse de freiner les négociations avec Moscou, notamment sur la question de la Crimée, est tout juste arrivé en Afrique du Sud, qu'il annonce écourter sa visite pour rentrer en Ukraine après ces nouvelles frappes. C'est un chapelet d'îles aussi belles que stratégiques, les îles éparses de l'océan Indien, sujet de contentieux entre Paris et Madagascar. Il en est question en ce moment à Tananarive où se trouve Emmanuel Macron. Puis Mahmoud Abbas traite le Hamas, je cite, de fils de chien et exige du groupe armé palestinien la libération des otages du 7 octobre. Rare prise de parole d'un président de l'autorité palestinienne quasi inaudible. Depuis 18 mois que la guerre fait rage à Gaza, plus de 36 personnes ont été tuées dans l'enclave palestinienne ces dernières 24 heures dans des frappes israéliennes. Et à ce propos, elle s'appelait Fatima Assouna, elle avait 25 ans, elle était photoreporter et elle a été tuée chez elle à Gaza le 16 avril dernier dans une frappe israélienne. Elle était l'héroïne d'un film documentaire qui sera présenté ici en France au Festival de Cannes dans un mois. Un film qui raconte, entre autres, la vie sous les bombes. Sa mort a bouleversé ceux qui la connaissaient bien sûr et celles qui l'a filmée depuis des mois. Sa mort est aussi venue s'ajouter à la longue liste des reporters palestiniens tués à Gaza depuis le 8 octobre 2023. Presque 200 selon Reporters sans frontières, du jamais vu dans l'histoire moderne. Ce qui ne s'est jamais vu non plus dans l'histoire moderne, c'est un terrain de guerre fermé à ce point aux témoins et aux journalistes étrangers. Informés à Gaza, à quel prix? Question posée aujourd'hui à nos invités, Sepideh Farsi, Laurent Richard et Jonathan Daguerre. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Sepideh Farsi. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes iranienne, réalisatrice, on vous doit Téhéran sans autorisation ou La Sirène, plus récemment, film d'animation sur la guerre Iran-Irak que vous avez vécu adolescente. Votre dernier film documentaire qui a pour héroïne Fatima Assouna, c'est vous qui l'avez filmé pendant un peu plus d'un an, Sepideh. Film qui s'appelle Put Your Soul on Your Hand and Walk a été sélectionné par l'une des sélections du Festival de Cannes et il sera diffusé à partir de la mi-mai. On va y revenir largement, bien sûr. À vos côtés, Laurent Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, fondateur de Forbidden Stories, un consortium international de journalistes d'investigation dont la mission est de poursuivre les enquêtes des journalistes en danger ou assassinés. Vous avez sorti récemment les Gaza Stories, on y reviendra aussi bien sûr largement. Bonjour Jonathan Daguerre. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes responsable du bureau Moyen-Orient de Reporters sans frontières. Fatima Assouna avait 25 ans, Sepideh Farsi. Elle était palestinienne, née à Gaza, dont elle n'était jamais sortie. C'est parce que vous, Sepideh, l'iranienne, vous n'avez pas pu entrer dans l'enclave, comme d'ailleurs tous les observateurs étrangers depuis 18 mois, que vous lui avez demandé de vous raconter sa guerre pour répondre à une question en apparence à la fois simple et compliquée. Comment est-ce qu'on vit sous les bombes? Oui. Exact. J'avais besoin de savoir. Je suis allée chercher une réponse à une question qui m'obsédait de plus en plus. Comment les Gazaouis, les Palestiniens vivaient sous les bombes, comment on survit, quel est le quotidien et quel est leur sentiment. Et cette voix manquait pour moi dans les médias, leur voix à eux. Donc, je suis allée au Caire en essayant de passer. Et puis, comme je n'ai pas réussi, j'ai eu la chance de la rencontrer. Ça a été un miracle par un ami commun qui m'a mise en contact avec elle. Et ça a été immédiat. Je lui ai demandé si je pouvais la filmer. Elle a dit oui tout de suite. Et dès la première conversation vidéo qu'on a eue, j'ai commencé à la filmer. Elle est devenue mes yeux. Voilà. Elle m'a prêté ses yeux. Vous dites que vous l'avez rencontrée, vous ne l'avez jamais vue physiquement. En réalité, vous avez discuté avec elle par téléphone interposé pendant un peu plus d'un an. Elle apparaît effectivement dans les premières minutes du film. Il y a quelque chose de saisissant chez elle. Elle ne serait pas moins solaire, l'histoire ne serait pas moins tragique, mais elle est absolument rayonnante. Exactement. Et pourtant...
Je pensais qu'elle... j'y crois pas encore. J'arrive pas à accepter qu'elle est plus là. Je pensais... Elle devait venir. Je lui ai annoncé lundi dernier. L'après-midi, le matin, ça a été annoncé. L'après-midi, on a pu se parler en vidéo. Je lui ai dit que le film était sélectionné. Elle était enchantée. Je lui ai dit que j'allais organiser une exposition de photos aussi, que je l'invitais. Elle a dit oui, je viens. Je veux rentrer après, mais là, je viens, ok. On essaye. On n'était pas sûr d'y arriver parce que la frontière est fermée, mais on allait essayer. Puis le lendemain, elle était partie déjà. Elle était morte. Elle était, vous l'avez dit, photojournaliste, vos yeux à vous, mais les yeux aussi de beaucoup de gens dans ce territoire fermé. Elle documentait avec son appareil photo. Elle disait qu'il y avait les munitions qu'on mettait dans les armes et qu'elle mettait des cartes mémoire dans son téléphone et que c'était avec ça qu'elle vivait. Oui. Elle disait que l'appareil photo, c'est comme une arme. On le lève et on tire. Elle tirait des photos, en fait. Elle parlait, you shoot a photo. Et c'était, oui, elle le pensait vraiment comme une arme, effectivement. Et elle prenait très au sérieux la façon dont elle documentait systématiquement la destruction et la vie à Gaza. Et le film qu'on va donc découvrir à Cannes alterne vos discussions compliquées, parce que le réseau est compliqué à Gaza en ce moment, bien sûr, vos discussions vidéo et ses propres photos. Elle a été tuée, Jonathan Daguerre, Fatima Assouna, donc le 16 avril, avec plusieurs membres de sa famille. Selon Reporters sans frontières, il y a presque 200 reporters qui ont été tués à Gaza depuis le 8 octobre 2023, c'est ça ? Effectivement, le nom de Fatima s'ajoute à une très longue liste de noms de journalistes tués, presque 200 tués par l'armée israélienne depuis 18 mois. C'est un bilan sanglant, vraiment sans précédent, surtout dans un territoire aussi petit et dans une période de temps aussi courte. Parce qu'on parle quand même de 18 mois, on ne parle pas de la guerre en Syrie sur 10 ans, on ne parle pas de l'Irak, on parle vraiment de 18 mois. Et c'est terrible, c'est terrible, franchement, que ça arrive le lendemain, le jour où elle a appris que ce documentaire allait être diffusé au Festival de Cannes. Et c'est important vraiment de raconter les histoires de ces journalistes. Mais l'histoire de Fatima, malheureusement, c'est une histoire qu'on est en train de voir et de revoir, parce que ce crime, il ne s'arrête pas, il continue. Il y a l'impunité qui permet à ce crime de se dérouler tous les jours presque. Parfois, tous les quelques jours, on se réveille et il y a des nouvelles de nouveaux journalistes qui ont été tués, parfois seuls, parfois ciblés, parfois avec des membres de leur famille. De son côté, l'armée israélienne dit ne pas cibler les journalistes. Parfois, il dit ça, parfois, il le justifie, et je pense qu'on va en parler aussi. Bien sûr. Mais parfois, ils disent qu'ils ne ciblent pas des journalistes. Mais par contre, on sait qu'il y a au moins 200 journalistes qui ont été tués. On sait que le crime continue. On sait que parmi ces 200, il y a au moins, selon les constats de RSF, selon nos informations et nos éléments et nos preuves, il y a au moins 43 qui ont été ciblés ou tués dans l'exercice de leur fonction. Et dans ce cas-là, on parle de crimes de guerre. Et c'est pour ça qu'on a déposé 4 plaintes auprès de la Cour pénale internationale pour demander au procureur général d'enquêter sur ces crimes, d'enquêter sur tous les crimes, sur le meurtre des journalistes, mais aussi le ciblage des rédactions, les journalistes qui ont été blessés par des frappes, les journalistes qui ont été menacés, le blocus médiatique imposé sur la bande de Gaza qui empêche les journalistes de sortir, qui empêche la presse internationale de rentrer et de travailler aux côtés de ses confrères. Un rassemblement a été organisé la semaine dernière suite... il avait lieu, mais l'annonce de la mort de Fatima Assouna est venue percuter le rassemblement. Il a fait suite à une tribune signée par la quasi-totalité des rédactions ici en France et des sociétés de rédacteurs, dont celle de France 24. Il y a, Laurent Richard, une volonté israélienne, et c'est sur quoi vous avez travaillé chez Forbidden Stories, volonté israélienne de faire obstacle, ce faisant, à l'information. Oui, c'est une guerre totale contre l'accès à l'information. D'abord en ciblant les journalistes, comme on vient de le rappeler, un grand nombre d'entre eux portaient un gilet presse. Normalement, un gilet pare-balles presse est censé protéger. Et là, au contraire, on voit qu'il expose, qu'il désigne en fait celui qu'il faut abattre. Et puis, c'est au-delà du ciblage des journalistes. Nous, on a enquêté avec notre consortium et de nombreux médias, dont France 24, mais aussi des dizaines de médias internationaux, pour enquêter sur cette guerre menée contre l'accès à l'information, qui va du ciblage des journalistes, mais aussi le ciblage des rédactions physiques, des lieux où elles sont abritées.
On avait contre-enquêté sur la frappe qui avait percuté l'immeuble où se trouvaient les bureaux de l'AFP. Le gouvernement israélien avait dit que c'était seulement un débris et qui avait abîmé le bureau depuis lequel tournait une caméra en permanence H24 qui filmait toute la zone de Gaza, et c'est a priori ce qui dérangeait les autorités israéliennes. On a pu prouver grâce à des techniques open source, on a pu géolocaliser le char de l'armée israélienne qui avait tiré ce jour-là sur la tour qui abritait les bureaux de l'AFP. Les bureaux, les journalistes, mais aussi des campagnes de désinformation extrêmement importantes qui sont utilisées contre les journalistes pour les faire passer pour des membres du groupe terroriste Hamas. Donc c'est un ensemble de techniques qui sont utilisées. Et puis aussi, enfin, l'interdiction faite aux journalistes étrangers d'accéder à la zone. Vous avez été dans une vie antérieure, Laurent, grand reporter. Est-ce qu'on a déjà connu dans l'histoire moderne un conflit si meurtrier tout court, plus de 50 000 morts, si meurtrier pour les journalistes, et surtout un terrain de guerre à ce point sous cloche ? Oui, non, on n'a jamais connu ça. C'est inédit. Ce conflit à Gaza est inédit en plusieurs points. D'abord, effectivement, parce qu'il est interdit de le couvrir. On peut pas y accéder. C'est un fait rarissime. Par le nombre de ses victimes dans un temps aussi concentré, par les techniques de discréditation et de désinformation à l'endroit des journalistes. Donc c'est un fait rarissime. Alors après, nous, quand on a mené le projet Gaza, on n'est pas en train de dire que les 200 vies des journalistes tués valent plus que les 50 000 vies des Gazaouis qui ont été tués depuis le début du conflit. On est juste en train de dire que, en fait, les reporters dans les histoires, dans les conflits et dans l'histoire des conflits servent à une chose bien précise, ils servent à informer. Et ils servent aussi à empêcher que les crimes de guerre se multiplient en toute impunité. Et donc, le droit international est très clair là-dessus. Il prévoit qu'on ne peut tirer que sur une personne qui participe activement à un combat. Un journaliste ne participe pas activement à un combat. Un journaliste est là pour raconter ce qui se passe, les faits, pas seulement les frappes au quotidien, mais aussi la famine et les conséquences de la guerre. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aussi avec le projet Gaza. C'est pas seulement de documenter le ciblage des journalistes par l'armée israélienne et d'essayer de trouver évidemment des éléments de preuve. Et puis on a travaillé avec des journalistes israéliens aussi, il faut le dire. Des journalistes israéliens, palestiniens, américains, allemands qui ont travaillé ensemble, quelle que soit leur nation, quelles que soient les perspectives qu'on peut avoir dans chacune de ces cultures-là. On a réussi à rassembler ces journalistes-là pour travailler sur une zone qu'il est très difficile de couvrir. Il ne s'agit pas effectivement ici de dire que les vies des journalistes valent plus que celles des autres. Vous l'avez rappelé, Laurent, c'est évidemment primordial. Il s'agit de rappeler l'importance de documenter les zones de guerre. Il ne s'agit pas non plus, cette idée de dire que la couverture de Gaza serait incomplète en l'absence des journalistes occidentaux, loin de là. En revanche, la réalité du terrain, c'est que depuis 18 mois, il n'y a que les Palestiniens qui peuvent raconter ce qui leur arrive. Et elle vous le dit un moment dans le film, Fatima, elle vous dit « Si moi, je ne le fais pas, si je ne sors pas avec mon appareil photo, qui est-ce qui va le faire ?» Oui. Exactement. D'où le titre du film. En fait, elle disait, je lui demandais si elle était consciente des risques qu'elle prenait en allant photographier. Elle me dit exactement ce que vous venez de dire. Elle dit faire des photos ici, aujourd'hui, c'est comme si tu dois mettre ton âme sur ta main et marcher. C'est ça. Put your soul on your hand and walk. When you're doing photos, that's what you do. C'est ce qu'elle me disait. Elle était... Enfin, après ça, elle disait, je veux le faire pour mes enfants, pour qu'ils sachent ce que j'ai traversé, ce que nous avons vécu. Malheureusement, elle n'en est pas arrivée là. Mais le fait de faire, oui, c'était primordial pour elle. Comme pour d'autres journalistes, effectivement, palestiniens. Elle savait que c'était très risqué. Je pense que oui. Enfin, elle était pleine d'espoir, mais pas si naïve au point de penser que c'était sans risque. Mais je pense que c'est un risque assumé. Oui. Sophie Samaï nous raconte en images à quoi ça ressemble d'être reporter et de tenter de documenter ce conflit quand on est soi-même dans la guerre. On regarde et puis on se retrouve juste après. Il s'appelait Hassouna Slim, Fatima Hassouna, Ahmad Al-Kara. Journalistes dans la bande de Gaza, ils voulaient juste faire leur travail, celui d'informer au péril de leur vie. Selon le syndicat des journalistes palestiniens, plus de 206 journalistes et employés de médias ont perdu la vie ici à Gaza depuis le début du conflit le 7 octobre 2023.
Une quarantaine d'entre eux ont péri stylo, micro ou caméra à la main dans l'exercice de leurs fonctions. Et ce, malgré le port du casque et du gilet pare-balles floqué de la mention presse. Des signes de reconnaissance visiblement inutiles, voire dangereux. Sur ces images, le journaliste Fadi Al-Wahidi couvre le conflit en octobre 2024 dans une zone non concernée par les ordres d'évacuation de l'armée israélienne. Gilet presse identifiable sur le torse, il est pourtant visé par un tir qui atteint son cou. Aujourd'hui paralysé des deux jambes, il ne peut plus exercer sa profession. Ses confrères estiment qu'il s'agit d'un acte délibéré. Bien sûr, l'occupation israélienne tente de tuer et de cibler délibérément les journalistes dans le nord de la bande de Gaza, afin qu'ils ne soient pas les témoins des crimes commis par l'occupation contre les civils et les habitants de la région. L'armée israélienne ne dispose pas de règles claires concernant le traitement des drones et préfère donc les abattre de manière systématique, évoquant ceux utilisés par le Hamas. Résultat, les quelques reporters palestiniens encore sur place ont tous ou presque renoncé par prudence à l'usage de ce matériel. Parallèlement, les autorités israéliennes continuent d'empêcher l'accès à Gaza aux journalistes étrangers. La présence des médias internationaux et d'agences locales a tout simplement été rayée de la carte dès le mois d'octobre 2023. Et depuis, les rares reporters autorisés à y entrer n'ont pu le faire que sous la stricte surveillance de l'armée israélienne. Une situation inédite, vivement dénoncée par la profession. On ne peut pas venir sur le terrain pour raconter cette réalité-là. On est obligé de le faire depuis nos rédactions parisiennes. C'est pas normal. C'est pour que la presse ne puisse pas montrer la réalité de ce qui est en train de se passer sur place. Un blackout médiatique qui tend à s'étendre à mesure que le nombre de journalistes restant s'amenuise. Selon un récent rapport de l'université American Brown, le nombre de journalistes tués en 18 mois à Gaza dépasse le total de ceux qui ont péri durant les 2 guerres mondiales au siècle dernier. Le total des journalistes morts à Gaza dépasse le bilan de ceux qui sont morts lors des 2 guerres mondiales. Jonathan Daguerre, comment est-ce qu'Israël justifie ce blackout médiatique ? En fait, ce blackout médiatique, il faut dire que c'est pas juste ce bilan terrible de journalistes tués, c'est aussi le ciblage des rédactions, comme le montrent ces enquêtes. C'est aussi ce blocus dont on parle. On vient de voir vraiment la colère des journalistes qui ne peuvent pas accéder au terrain. Le but, c'est d'empêcher l'information de circuler librement et de sortir et d'arriver d'abord aux Palestiniens, mais aussi au monde partout. Et c'est pour ça, on parlait avant de la vie d'un journaliste, bien sûr qu'elle ne vaut pas plus d'un vie d'une autre personne, mais ce qu'on défend là, c'est le droit à l'information. C'est notre droit à nous, ici, pas juste à Gaza, mais partout dans le monde, d'avoir une information libre, indépendante, plurielle, d'une zone de guerre, d'une zone de conflit notamment, et c'est ce droit qui est en train d'être attaqué. Quand des journalistes sont tués, en fait, c'est une attaque contre ce droit, contre les journalistes certes, mais aussi contre le droit du public à être informé. Et ce blackout médiatique, bien sûr qu'il n'est pas assumé par l'armée israélienne, mais ils vont venir justifier par d'autres moyens. Par exemple, souvent, des journalistes qui ont été tués, ou bien avant même qu'ils ne soient tués, ils sont diffamés, ils sont accusés sans preuve suffisante ou cohérente d'appartenir à des groupes terroristes, au Hamas, au djihad islamique, souvent sur vraiment la base d'éléments on a publié un communiqué sur ces éléments. En fait, on a essayé de regarder ces preuves parce qu'on ne considère pas comme preuves. Et on trouve plein d'incohérences dans les images, dans les photos, dans les noms parfois, dans les âges de ces personnes-là. Et quand on essaie de vérifier la véracité de ces documents, les autorités israéliennes nous disent en fait qu'ils ne peuvent pas nous donner plus d'éléments, plus de preuves pour des raisons parfois de sécurité nationale. Et donc ce n'est pas suffisant et ce n'est certainement pas une justification et ça ne donne pas une licence à tuer des journalistes. Laurent, le simple fait d'être gazaoui aujourd'hui semble être effectivement une espèce de procès en illégitimité journalistique selon les autorités israéliennes. Oui, on voit effectivement le même pattern, c'est-à-dire le même process. Un journaliste meurt, l'armée israélienne est interrogée, et puis ensuite, 2 jours après, elle explique qu'en fait, en réalité, il était une cible militaire.
Parfois, on lui demande des éléments de preuve et quand elle en fournit, ils sont assez fragiles. Et il y a effectivement des incohérences. Elle avait expliqué qu'un journaliste faisait partie du groupe terroriste Hamas, mais en réalité, à telle époque, mais en réalité, à cette époque-là, il avait à peine 10 ans ou 11 ans, donc c'était assez incompatible. C'est arrivé pour le cas de Mustapha Touraya, où le Washington Post avait mené une longue enquête. Il utilisait un drone, il opérait un drone, il a été abattu. Et puis ensuite, l'armée israélienne a dit, sur la preuve de documents très fragiles, qu'il était en fait un terroriste. Mais ces documents étaient fragiles. Donc, c'est pas seulement l'armée israélienne, mais c'est aussi un tissu d'organisation derrière qui vont, grâce à des trolls, grâce à des campagnes en ligne, vont publier des informations. Et puis aussi, ce qu'on observe en amont des meurtres, c'est des menaces reçues par téléphone par ces journalistes-là, des drones qui commencent à les surveiller de plus en plus près, des publications en ligne qui commencent à les désigner. Il y avait des journalistes qui avaient documenté au moment du 7 octobre, qui avaient passé la frontière très longtemps après le groupe terroriste Hamas et qui s'étaient retrouvés à photographier ça. Ils avaient été, et qui travaillaient pour Reuters à l'époque, ils avaient été accusés d'être prévenus en amont, ce qui n'avait pas été du tout prouvé. Ils avaient ensuite fait l'objet d'une campagne de ciblage très importante sur les réseaux en ligne. Donc en fait, des menaces en ligne, des menaces par téléphone, du ciblage réel, puis ensuite de la campagne de discrédit sur les réseaux sociaux, c'est toute une méthode qui est employée. Et il faut bien le comprendre aussi, il y a toute guerre qui se mène aujourd'hui, que ce soit en Ukraine ou à Gaza, s'accompagne, vient avec des campagnes et des guerres de désinformation, des guerres informationnelles. Et chaque camp le sait, le maîtrise très bien, et on est exactement là-dedans aussi dans Gaza. De l'importance du journalisme et de l'importance non pas d'une solidarité confraternelle, mais d'une conscience collective que on a besoin d'une information et que souvent ce sont les informations et des images qui peuvent permettre en fait à nous tous de changer, de prendre conscience. On se souvient des images de Tiananmen, on se souvient d'images marquantes de la guerre du Vietnam. On a besoin de savoir ce qui se passe à Gaza. Et il y a un état de famine, il y a 90% des logements qui ont été détruits sur les Nations Unies, 95% des infrastructures hospitalières qui sont endommagées. C'est ce qui se passe à Gaza et c'est ce qui doit être filmé et documenté. Jonathan Daguerre-Sepideh Farsi disait tout à l'heure que selon les enquêtes de RSF et de Forbidden Stories, l'une des intentions israéliennes, c'est qu'on ne sache pas ce qu'il se passe à Gaza. Ce que démontre votre film, ce qu'on fait ici tous les jours à France 24 et dans d'autres rédactions, c'est démontrer que cette stratégie ne fonctionne pas. Ce qui se passe à Gaza, grâce notamment aux reporters palestiniens qui s'y trouvent, on le voit. Oui, alors c'est eux qui prennent vraiment les risques. Fatem, elle était photographe, elle n'était même pas officiellement. C'est-à-dire, évidemment, elle faisait aussi un travail de photojournaliste, enfin un photoreporter de guerre dans les faits, puisqu'elle vivait en zone de conflit. Mais dans les faits, elle était surtout photographe. Mais visiblement, ces images dérangent à un point que voilà, elle n'en survit plus. Enfin, je veux dire, elle a été. Moi, j'ai l'impression qu'elle a été ciblée. Hein. Bah, oui. Bon, j'espère qu'il y aura une investigation. Je ne peux pas parler, j'ai pas de preuves, mais les conditions de son décès, une frappe israélienne chez elle. 2, voire même 3 missiles qui se croisent dans un appartement à un étage précis d'un immeuble à 1h du matin où il y a une famille. Moi, je connaissais ses frères et sœurs. Le plus jeune avait 10 ans, ensuite Yazan, ensuite Mohamed 15 ans, Mohamed 20 ans. Sa sœur Allah était enceinte de 6 mois, elle était peintre, elle était photographe. Je veux dire, et puis les parents, bah oui. Ses parents sont à l'hôpital. Ses parents il est dans le coma, le père, la maman à peine sortie mais ouais, les frères et sœurs sont morts. Mais pour revenir à l'inefficacité de cette stratégie israélienne dont on discute ici. Elle vous le montre, Fatima, ce qui se passe autour d'elle, dans son quartier, les drones. On entend en permanence, d'ailleurs, dans vos conversations téléphoniques, le bruit des avions au-dessus d'elle. C'était sans cesse. Et elle disait, il y a un moment, elle m'envoie un audio et j'entends encore les drones. Et je dis, mais je les entends, ils sont toujours là. Il me dit, oui, c'est H24. Et j'en peux plus. Et je me mets à sa place. Effectivement, c'est hallucinant. Enfin, on peut même pendant une conversation, moi, ça commençait à me... Vous voyez, et je me disais, mais elle vit ça. Enfin, eux tous vivent ça tout le temps.
tout le temps. Vous savez, l'Iran a fait, bon, c'est pas comparable, les situations, mais je veux dire, le régime islamique a quand même fait ça. Après la vague verte, ils ont expulsé les journalistes non iraniens. En 48 heures, ils les ont sommés de partir. Et après, il y a eu le blackout et c'est comme ça que les Iraniens ont pris leur appareil mobile pour filmer les manifs à l'époque, en 2009, j'entends. Et les ont envoyés à l'extérieur. C'est un peu ce qui se passe à Gaza pour d'autres raisons, mais le blackout, en fait, ne fonctionne pas parce qu'ils veulent que le monde sache et heureusement qu'ils y arrivent à faire partir ces images. Oui, parce que au prix de leur vie. La question de brouiller la connexion Internet aussi, c'est aussi une des conséquences de la stratégie israélienne. Bien sûr, et la destruction de l'infrastructure totale à Gaza, c'est-à-dire les coupures Internet, les coupures d'électricité. Le blocus, c'est pas juste les journalistes qui ne rentrent pas, c'est aussi l'essence qui ne rentre pas, c'est les batteries, c'est les gilets et les casques. Les journalistes sont vraiment en première ligne. Ils sont nos yeux, elles sont nos yeux à Gaza. Et à chaque fois qu'ils sont tués ou qu'ils sont blessés, ou parfois juste qu'ils sont épuisés, qu'ils ne peuvent plus travailler à cause de ces conditions, on perd accès à la vérité, à l'information de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et là, j'aimerais dire que cette pression, oui, la violence, elle commence à Gaza. La violence sur les journalistes qui sont à Gaza, ils sont tués, ils sont ciblés. Mais c'est aussi, voilà, la connexion Internet. Et même si l'information sort, il y a toute une campagne de diffamation, d'accusation qui existe en fait pour remettre en question l'intégrité de cette information qui va sortir. On va accuser les journalistes d'être des terroristes. On va accuser les journalistes de ne pas être fiables, de ne pas être journalistes. Même par exemple, quand on parle de réseaux sociaux, ce qui est un peu l'outil que ces journalistes utilisent quand ils n'ont pas accès à des rédactions qui pourraient prendre cette info et la republier. C'est le cas de Fatima qui publiait ses photos sur Instagram notamment. Voilà, mais même les réseaux sociaux, on voit aujourd'hui l'emprise politique sur ces réseaux sociaux, les dirigeants de ces réseaux et leur allégeance politique aujourd'hui, notamment aux États-Unis. On voit ça, on voit les pressions aussi sur les médias, et ça c'était le sujet de l'index de RSF l'année dernière, c'était la pression politique sur les médias. On parle de concentration de médias, d'ingérence partout dans le monde. Et donc, tout ça, en fait, à la fin, ce que ça va faire, c'est d'empêcher cette information de sortir, c'est d'empêcher les journalistes de pouvoir couvrir librement ce conflit et nous empêcher d'avoir accès à cette information. Et c'est très dangereux. Et là, il faut vraiment saluer le courage de ces journalistes-là, de tous les journalistes qui font ce travail important malgré les risques, malgré les dangers. C'est grâce à eux vraiment qu'on peut faire ça. J'aimerais juste parler de Salma Kaddoumi. C'est une journaliste palestinienne aussi freelance indépendante qui est photojournaliste, qui a été touchée par une frappe par un tank israélien l'année dernière. Avec son collègue Ibrahim Mouharib qui a été tué par cette même frappe, et nous on a enquêté sur ça et c'était clairement, selon nos informations, un ciblage d'Ibrahim Mouharib par un char israélien. Salma a été blessée dans la même attaque. Après cette attaque, elle recommence, elle se sentait mieux, elle a recommencé à travailler. Et là, depuis une semaine, on reçoit l'alerte en fait qu'elle a été touchée une nouvelle fois parce qu'elle était dans un terrain et il y a une frappe à côté d'elle. C'est pas une frappe qui l'a ciblée à elle, mais quand même cette frappe l'a touchée. Et heureusement qu'elle va bien aujourd'hui, c'est des blessures qui ne sont pas très graves, mais elle a dû s'arrêter et retourner à l'hôpital. Et c'est vraiment ce calvaire dans lequel se retrouvent ces journalistes-là, même quand ils ne sont pas eux-mêmes ciblés ou tués directement. C'est la double peine, oui, bien sûr. Voilà. Ah oui, Laurent, on disait à l'instant que l'une des stratégies israéliennes, c'était de discréditer le travail des reporters palestiniens, dont certains, et Fatima en est sans doute l'exemple, effectivement, se sont retrouvés reporters de facto. C'était pas nécessairement leur travail avant. Ça ne veut pas dire qu'ils font mal leur travail, ça ne veut pas dire l'inverse non plus, mais cette petite musique de « il n'y a pas de vrais journalistes à Gaza », on l'a entendu ici en France aussi. Oui, on l'a entendu ici en France, avec même une rédactrice en chef d'un hebdomadaire qui avait tweeté ça, et puis avant de retirer, je crois, son tweet. On l'entend aussi aux États-Unis. Il y a toujours cette arme de l'accusation d'antisémitisme dès l'instant où on va s'intéresser à ce qui se passe aux Palestiniens. Il y a sur les journalistes frappés dans la zone de Gaza, il y a des journalistes qui travaillent, c'est vrai, pour des médias qui sont financés, affiliés au groupe Hamas, au djihad islamique. Il y a des journalistes qui travaillent pour Reuters, pour AP, pour l'AFP. Il y a des jeunes journalistes qui n'étaient pas journalistes au début du conflit et qui le sont devenus par la force des choses parce que leurs aînés, leurs anciens sont tombés. Donc en fait, il y a des profils
très différents. Il y a des journalistes qui font des longs sujets, d'autres qui font des news, ou qui sont... donc c'est... Ce qui est sûr, c'est que voilà, nous, on a dans notre projet Gaza et avec l'ensemble des partenaires, on a travaillé à documenter les manières et le système mis en place et d'essayer d'en trouver des preuves. On est parti sans jugement aucun et sans conclusion au départ. Vous avez enquêté sur la mort de 100 journalistes, c'est ça à peu près? On a enquêté sur la mort de 100 journalistes et pour déterminer dans quelles conditions ils avaient trouvé la mort. S'ils étaient morts parmi des frappes qui touchaient des immeubles et puis finalement ils ont été touchés en tant que civils parmi d'autres civils, ou si, comme certains, comme le cas de Fadi Al-Wadi dont on voit les images là à l'instant, qui a perdu l'usage de ses deux jambes, qui portait, on le voit, un gilet presse, qui court parce qu'il entend au-dessus de lui un drone, plus précisément un quadcopter, qui est une nouvelle génération de drones qui permet de tirer des munitions directement. Et en général, les drones sont couplés, déterminent leur cible sur la base de l'identification du téléphone portable, le numéro IMEI qui est porté dans la carte SIM du téléphone. Donc ensuite, une fois que le drone a trouvé sa cible, il ne la lâche pas. Et on a vu plusieurs cas de journalistes qui se réfugiaient dans leur domicile, qui ressortaient de leur domicile, qui portaient leurs enfants à l'hôpital parce qu'ils avaient été blessés et ensuite étaient fauchés par des tirs de drone. Et vous le rappeliez tout à l'heure, le son des drones est un son qui a créé un traumatisme global dans toute la population palestinienne, qui accompagne H24 les Palestiniens. Et quand les journalistes se déploient sur le terrain, et Fadi Al-Wadi, c'est important de rappeler son histoire, il a perdu l'usage de ses deux jambes. Aujourd'hui, il a pu être soigné après 122 jours d'attente dans une situation sanitaire totalement déplorable. Il a pu finalement être soigné en Égypte et puis au Qatar. Et on a pu... Ce qui est rarissime. Ce qui est rarissime. D'autres sont morts sur place ou morts de leurs blessures ou par faute de soins parce que les soins et les médicaments n'arrivent pas ou parce que les médecins sont frappés aussi directement. Mais il essayait de documenter en fait le déplacement des habitants d'un quartier de Jabalia qui avaient été forcés de l'évacuer. Et la veille, l'armée israélienne avait publié une zone d'évacuation qui était marquée en rouge. Cette zone doit être évacuée et il y aura des combats dans cette zone-là. Fadi ne se trouvait pas dans cette zone-là. Il était à l'extérieur de ça. Il était à l'extérieur de cette zone où il ne devait pas y avoir de combat. Il portait un gilet, il y avait marqué presse. Il documentait les conséquences d'une guerre. Il ne représentait aucune menace. Et il a été frappé par une munition qui a été tirée depuis un point élevé. On a fait de la modélisation 3D pour comprendre depuis quel immeuble ou depuis quelle hauteur la munition avait été tirée. Et on a déterminé, en se procurant des images inédites et en remodélisant ça, que ça avait été tiré depuis des drones. L'armée israélienne ne confirme pas l'usage de quadcopters, ces drones qui tirent des munitions et qui sont souvent couplés à des drones de surveillance. Et on l'a vu aussi l'an dernier, il y a la publication 972, qui est un super magazine israélien qui fait travailler aussi des journalistes palestiniens avec eux, qui avait publié une enquête qui expliquait comment l'intelligence artificielle était utilisée pour déterminer des cibles et pour les choisir. Et augmenter, contrairement à ce qu'on pouvait penser, le degré de mortalité Absolument. De la guerre hyper technologique. Je vous donne la parole dans un instant, Sépidé. Mais sur les drones, c'est une question assez fondamentale dans ces nouvelles guerres. Jonathan Daguerre, il y a aussi beaucoup de reporters palestiniens qui eux-mêmes utilisent des drones pour travailler, des drones qui sont eux-mêmes visés par l'armée israélienne dans un espèce de brouhaha de drones généralisé. Tout à fait, il y a eu plusieurs cas de journalistes qui ont été ciblés ou tués parce qu'ils avaient utilisé des drones pour prendre des photos. On parle d'autres types de drones complètement. Sûr. Et d'ailleurs, Laurent a évoqué l'histoire de Mustafa Soulaya, le journaliste qui a été tué en janvier 2024. C'est un de ces cas. Mustafa était avec Hamza Dahdour, le fils du journaliste d'Al Jazeera Wael Dahdour, qui lui aussi est journaliste. Et ils ont tous les deux été tués par une frappe sur leur voiture. Et il y a eu des incohérences après dans les discours de l'armée israélienne. Au début, ils ont dit que après, ils ont dit qu'ils avaient ciblé un terroriste dans cette voiture, mais au début, ils ont dit en fait que ils avaient ciblé quelqu'un qui opérait un drone pour des activités terroristes, utilisé pour des activités terroristes. Et c'est le Washington Post effectivement qui a retrouvé ce drone
qui a publié les vidéos qu'avait enregistré ce drone. Et on voit très clairement qu'en fait, ce drone était juste tout simplement en train d'enregistrer une opération de sauvetage d'un immeuble qui s'était écroulé. Et en fait, le Washington Post a publié cette vidéo et elle est disponible. Les gens peuvent aller la voir s'ils veulent voir en fait de quoi il s'agissait quand on parlait de ce drone. Mais ça a coûté la vie à 2 journalistes. Pas juste leur vie, mais aussi leur intégrité, leur réputation. Ils ont été accusés et diffamés. À ce jour, on trouve des gens qui disent qu'ils étaient terroristes parce qu'ils ont opéré un drone terroriste. Sépidé, qu'est-ce que Fatima Assouna savait de l'impact du travail qu'elle faisait, de comment ses photos circulaient, étaient regardées, étaient suivies? Est-ce qu'elle avait conscience qu'elle était une voix importante, des yeux importants? Je pense qu'elle commençait à en prendre conscience. Elle avait participé à des expos de photos collectives, hein, pas encore individuelles, hélas encore, mais à Bogota, je sais, l'année dernière, elle m'en a parlé. Elle avait collaboré aussi avec une équipe locale qui faisait un reportage pour, je crois, une chaîne anglaise à un moment donné. Elle n'était pas contente du résultat. Elle m'avait dit, au début, elle en était fière. Après, elle m'a dit, je l'ai vu, ils m'ont envoyé un lien, mais c'est pas du tout ce que je m'imaginais. Mais pourtant, les expos photos, par contre, oui, il y a une expo qui s'est ouverte la semaine dernière au Portugal, à Porto, où elle a des photos, une autre à Amman, où elle avait exposé. Je crois que ça commençait à venir, en fait, cette conscience et la reconnaissance pour elle. C'est vrai qu'elle avait un regard dans ses photos, ce qui est saisissant aussi, mais vous le savez mieux que moi, la guerre, c'est la guerre, mais c'est aussi la vie. Et dans ses photos, il y a beaucoup de vie. Beaucoup, oui, oui. Et je lui avais parlé une fois, en conversant comme ça, si elle connaissait le travail de Lee Miller. Elle me dit non, mais je veux bien découvrir. Tu m'achèteras un livre? J'y avais acheté un livre je lui ai envoyé des liens, mais je voulais lui donner le livre quand on se verrait. Elle cherchait beaucoup. Elle cherchait en fait je trouve que quand je regarde ses photos sur sa page Insta, elle a partagé avec moi par ailleurs de ce qu'elle faisait avant le début du conflit et ce qui s'est fait par la suite, au fur et à mesure de son travail photographique, mais aussi de ce que je lui demandais aussi. Je lui disais, continue, fais ça. Et évidemment, c'était elle surtout qui le faisait. Enfin, ce que je disais, c'est dérisoire. Mais j'entends dans la continuité de cette conversation sur un an comme ça, de quel genre, comment, quel regard, comment est-ce qu'on est systématique dans son travail. Moi, j'ai fait de la photo, mais très peu, beaucoup plus jeune. Et puis, je suis allée vers le cinéma. Mais néanmoins, il y a quand même une sorte de ligne et de persistance qu'il faut maintenir. Et elle était consciente de cette continuité. Elle ciblait vraiment. Et du travail qu'elle voulait continuer à améliorer sur la lumière, notamment, elle vous le dit un moment. Oui. Ce qui jalonne le film, Sépidé, son témoignage, bien sûr, sa vie et votre impuissance absolue, d'abord face à la technique, parce que le réseau coupe très souvent, et bien sûr face à la situation. On vous entend manifester cette impuissance et ça fait écho à ce qu'on entendait de ce journaliste de France Télévisions, je crois, dans le reportage tout à l'heure. Une impuissance absolue, collective, mais des rédactions qui, avec des reporters qui connaissent très bien Gaza, qui sont prêts à y aller. Si demain on leur dit vous pouvez y aller, allez-y, mais qui sont sur la retenue depuis 1 an et demi, Jonathan Dagher. Ben oui, évidemment, c'est inédit que des journalistes ne puissent pas rentrer couvrir cette guerre depuis Gaza. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de journalistes à Gaza, comme vous l'avez dit, c'est vraiment parce que déjà, ces journalistes qui sont à Gaza, ils sont épuisés, ils ont besoin de soutien. Et il faut aussi parler des journalistes de Gaza qui ont dû sortir pour des raisons, parfois pour des soins médicaux, parfois pour s'abriter, parfois parce qu'ils ont des enfants. Et ce sont des journalistes qui sont aujourd'hui exilés, qui vivent en exil. Et il y en a beaucoup. Il y a notre correspondante, Ola Zanoun, et son époux, Adel Zanoun, qui est le correspondant de l'AFP. Il y a plusieurs journalistes de l'équipe de l'AFP qui sont sortis. Et ça, aujourd'hui, c'est des journalistes qui vivent en exil, qui ont tout perdu. Ils ont gardé leur vie, et ça c'est important dans ce contexte, mais ils ont tout perdu. Et puis je pense aussi aux correspondants au Proche-Orient qui sont aujourd'hui côté israélien de la frontière, qui connaissent très bien Gaza, et qui sont d'ailleurs, faut-il le rappeler, à quelques dizaines de kilomètres et qui ne peuvent pas y aller. Voilà, ils peuvent rentrer en mode embedded avec l'armée israélienne. Et encore, avec parcimonie. Voilà, mais ils sont soumis à beaucoup de restrictions, beaucoup de censure, et ce n'est pas du tout suffisant. Laurent ? En fait, l'un des pires sujets et des pires situations, et vraiment merci d'organiser cette émission, parce que le risque, c'est d'avoir une immense lassitude de l'opinion publique.
Et en fait, je pense que l'objectif recherché, c'est exactement celui-là. En empêchant les journalistes de travailler, en les ciblant, en coupant l'accès, en faisant blackout informationnel, on déshumanise une histoire. Et les journalistes sont là pour humaniser les histoires, en les documentant, en rencontrant des gens, en les interviewant. Et au final, maintenant, on se réveille le matin et on se dit, tiens, c'est plus 200 journalistes, c'est 203. Et puis jeudi, ce sera 205. Et samedi, ce sera 208. Et la guerre devient des chiffres. Les morts deviennent des statistiques. Les frappes deviennent des métriques qu'on mesure comme ça. Et à la fin, nos cerveaux commencent à métaboliser cette guerre-là, qui est de moins en moins humaine, de moins en moins incarnée. Et les journalistes sont là, normalement, pour incarner les histoires à travers des personnages que l'on suit, quel que soit le camp, mais pour raconter à travers l'œil humain ce qu'ils font, ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent. Quel que soit leur statut de victime, de guerrier, de combattant, de théorie, les journalistes sont là pour raconter la réalité et les faits, point barre. Et au final, on arrive à une déshumanisation d'un conflit, et le risque, c'est d'avoir une lassitude. Et le risque, c'est qu'on ne s'intéresse plus à quelque chose qui est en train d'être une vraie bascule de l'histoire sous nos yeux, et sur laquelle on ne peut pas faire grand-chose puisqu'on ne peut pas y aller. Et de laisser dérouler des narratifs surpuissants. Oui. C'est le cas à Gaza, c'est le cas en Ukraine. Le narratif, la communication des armées, c'est vraiment le danger absolu pour la liberté de la presse. Oui, des narratifs qui sont... Il y a quelque chose qui a profondément changé ces 3-4 dernières années aussi dans les conflits, c'est la puissance en fait technologique, que ce soit pour la désignation des cibles à des fins militaires, mais aussi la puissance technologique pour distribuer des narratifs sur les réseaux sociaux. Et nous, avec Forbidden Stories, on avait enquêté sur les mercenaires de la désinformation, sur des sociétés privées payées par des acteurs publics, des acteurs des États, pour désinformer à très grande échelle avec des comptes, des milliers de comptes Twitter, des milliers de comptes sur Insta qui sont de faux comptes et qui vont balancer des fake news un peu partout pour tuer le débat, pour cliver les opinions, pour désinformer, pour faire passer ce journaliste pour un terroriste, pour semer le doute. Et l'arme du doute, c'est l'arme qui est utilisée depuis longtemps pour diviser et pour faire en sorte qu'on se désintéresse dans le sujet. Ouais, sachant que faire passer un journaliste pour un terroriste, ça n'est pas l'apanage seulement d'Israël. En revanche, c'est plutôt d'ordinaire le cas dans des régimes totalitaires. D'un mot, Laurent, parce que je voudrais qu'on finisse avec Sepideh Farsi. Quel écho tout ce travail, tout ce qu'on dit là, a dans la société civile israélienne aujourd'hui ? Ouais, dans la société civile israélienne, il y a aussi une forte mobilisation de gens qui souhaitent la paix, qui souhaitent une solution à deux États. Il y a des journalistes de 972 qui travaillent avec des journalistes palestiniens. Donc c'est aussi, moi je suis souvent allé en reportage, y compris à Gaza ou en Cisjordanie ou dans les territoires israéliens. C'est aussi un pays où on trouve une mobilisation. Mais on a beaucoup dit que cette société ne voulait pas voir, ne regardait pas, était trop engluée dans son œil pour pouvoir voir ce qui se passait. Bien sûr. Et puis après, il y a une situation politique extrême. Il y a une extrême droite qui est en très grande partie au pouvoir. Il y a un Benjamin Netanyahou qui est poursuivi pour des charges très, très importantes et qui risque la prison et qui joue sa carte liberté ou prison en restant dans ce gouvernement qui le pousse aussi à la guerre la plus brutale qui soit. On a un gouvernement Trump qui est arrivé et qui pousse Netanyahou exactement dans cette direction là. Donc on est exactement dans ce contexte-là, de l'importance d'avoir des journalistes pour raconter ça. Et il y a un manque de vrai pluralisme dans la presse israélienne aujourd'hui, c'est-à-dire la couverture de ce qui se passe à Gaza, au-delà des victoires de l'armée israélienne selon le gouvernement, mais c'est presque inexistant. Et les journalistes israéliens qui essaient de le couvrir, ils subissent beaucoup de pression. Les médias, les journalistes, il y a de vraies pressions sur ces journalistes-là qui sont malheureusement pas très nombreux. Haaretz, par exemple. Ouais. C'est vrai qu'à part Haaretz, il n'y a pas beaucoup de voix discordantes. Pour revenir à l'humain dans cette guerre Sepideh, le Festival de Cannes a exprimé sa profonde tristesse en apprenant la mort de Fatima Assouna. Je note quand même que dans le communiqué, les raisons de sa mort ne sont pas évoquées. Je crois que ça a été changé dans la nuit. Autant pour moi, ça a été changé dans la nuit. On m'a appris que le missile est mentionné. Fatima Assouna, c'était une photojournaliste et une jeune femme. Elle venait de se marier, je crois. Elle allait se marier. Elle était fiancée. Elle écrivait aussi des poèmes et vous avez choisi de nous en citer quelques vers ce matin, Sepideh. Juste une phrase avant de vous lire le poème de Fatem. J'ai souvent posé la question aux Palestiniens que j'ai interviewés au Caire,
même à des enfants et à des adultes. Et aussi à Fatem, je lui ai demandé, je dis, est-ce que tu as déjà vu des Israéliens de près, tu en connais? C'est toujours la réponse que des soldats. C'est-à-dire le contact humain entre civils, pour les gens de Gaza et des Israéliens, n'existait pas et n'existe pas aujourd'hui non plus. C'est une catastrophe humaine. Ça, un enfant de 6 ans qui était blessé m'a dit ça au Caire. J'ai dit, tu en connais? Il m'a dit, le jour où ils sont venus arrêter mes frères et moi, j'ai vu un soldat israélien. Oui, j'en ai vu. Et voilà. Alors, ce texte date de l'été dernier. C'était en plein milieu de la guerre, quelques mois après que je l'ai rencontré. Aujourd'hui, demain ou après-demain, je tomberai au ciel, comme mes amis l'ont fait. Nous nous prendrons la main, rangée par rangée, jusqu'à une porte éternelle. Nous connaîtrons la réponse à toutes ces questions, car quelque chose rend tout ce que nous voyons et entendons déraisonnable. Alors, tout deviendra raisonnable et les questions ne seront plus que cendres. Demain ou après-demain, je deviendrai vraiment une chose du passé dans la colonne « Été ». Il avait des rêves et il aimait la vie même, et si elle était cruelle pour lui. Même si elle était cruelle pour lui. Il avait du talent, il voulait vivre, et il l'était. Une étagère remplie des souhaits d'une personne du passé, dont la page est tournée à jamais. Ceux qui la connaissent se souviennent de lui, tandis que ceux qui ne le connaissent pas passent à côté sans s'en soucier. C'est ce que je ne veux pas qu'il arrive, parce que, je vous l'ai dit, je veux que ma mort soit bruyante et il ne me suffira pas que seuls mes amis le sachent parce que je n'ai pas sacrifié ma vie pour cela. Je veux que le monde entier sache que la mort d'un Palestinien signifie maintenant qu'une vengeance prolongée va grandir et brûler son meurtrier, son frère qui est resté silencieux sur son meurtre et le couteau qui lui a tranché la gorge. Et je veux que le monde entier sache que ma mort signifie la perte du monde lui-même devant moi, devant nous, devant lui-même. Pardon. Merci beaucoup, Sepideh. On comprend évidemment votre émotion. Et ce film donc, que vous présenterez pour elle, pour Fatima Assouna à Cannes au mois de mai. Merci infiniment de vous avoir confié ces mots et votre témoignage. Laurent Richard, merci beaucoup. Le projet Gaza, on le retrouve sur le site internet de Forbidden Stories. Vous allez continuer bien sûr votre travail à Gaza et ailleurs. Merci beaucoup, Jonathan Daguerre, d'être venu ce matin sur ce plateau, responsable du bureau Moyen-Orient de Reporters sans frontières. Merci encore, Sepideh. On se retrouve après le grand format de Parlons-en pour la suite de l'info internationale.